On a commencé il y a quelques mois, tu vois, où en fait on était dans une période les deux, tu vois, de frustration créative de fou. Et on a commencé à se chauffer sur un milliard de projets. Mais en sachant qu'on pouvait pas le faire, quoi, parce qu'on était dans notre truc. Et à un moment, on s'est dit, les gars, pourquoi on le fait pas? Tu vois? Et on s'est dit, bah vas-y, tu sais quoi, on va le faire ce podcast de merde. C'est génial. Et là, c'est le 3e épisode en fait qu'on fait. Ok, trop. 3e épisode, tu vois, on a acheté des micros, des trucs. Ça tourne ou pas? Hello tout le monde, c'est Bicool, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Se Lancer, un podcast où on reçoit des artistes qui se sont eux-mêmes lancés dans des projets. Donc d'une part, ça met de la lumière sur nos invités et d'autre part, ça peut aussi vous donner envie à vous de vous lancer dans vos projets. Et avec le mien, je suis avec Hugo. Comment ça va Hugo? Ça va super bien Karl, salut les gars, trop content de vous recevoir aujourd'hui. Bah, merci de nous recevoir, trop content d'être là, trop heureux. Donc on reçoit Paul et Quentin. Paul et Quentin, vous êtes humoriste, stand-upper, vous avez aussi un comedy club à Bordeaux, vous avez aussi fait votre premier spectacle d'1 heure. Ouais. C'est ça, déjà félicitations. Merci. Est-ce que j'ai oublié un truc? On a un podcast aussi. Oui, 14 mètres carrés. 14 mètres carrés, exactement. Ouais. Avec un autre collègue. C'est ça, un Raph de 3 qui vient de Nantes. Big up à Raph. Ouais, il est trop marrant. Et d'autres projets qui arrivent. T'en dis trop. On verra ça après, Est-ce que les gars, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous décrivez votre style d'humour? Oh, ok. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Merci. Je pense qu'on est encore à la recherche, mais pour l'instant, je dirais que c'est de l'humour. Plus, on va aller sur l'humour familial et sur les tabous familiaux, possiblement. En fait, là, on a écrit un spectacle sur le fait que il y a 1 an, j'ai fait un mini AVC. Ouais. Et du coup, c'est un spectacle qui se veut de parler de la vie, en gros, justement, de tourner ça en positif et de la chance qu'on a d'être en vie. Donc, je pense qu'on a un humour qui va être plutôt... Ouais, je suis pas trop d'accord. Philosophique un peu, tu veux dire de... Pas forcément philosophique, on n'essaye pas de se donner un genre, mais en vrai, moi, je sais que cette expérience, ça m'a un peu changé. Okay. Et maintenant, comment trouver le marrant dans des choses négatives. J'ai l'impression que c'est souvent ça l'humour. Je suis plus d'accord. Il y a une phrase... Essayer d'éclaircir des peurs et parler de sujets qui sont un peu dark. Essayer de trouver le côté marrant dans la mort, dans la maladie. T'as raison, en fait, les tabous familiaux, c'était avant... C'était quand on débutait... Notre spectacle d'avant. Ouais, c'est ça. En fait, on a fait 2 spectacles. Okay. On en a fait un en 2021. Putain, sur la documentation, là. Désolé. Et celui-là, en fait, parlait plus Mais avant, on était très... humour d'observation, famille et tout. Ouais. Aujourd'hui, on parle plus des trucs un peu edgy, un peu... Ouais. Mais parce que vous avez sûrement aussi peut-être évolué dans la manière d'écrire et du coup vous pouvez partir dans des débats un peu plus des trucs un peu plus profonds. Ouais, c'est ça, c'est en fait à chaque spectacle ça devient de plus en plus profond. Une fois qu'on a parlé du fait qu'on est jumeaux, ok, ça c'est fait. Maintenant nouveau sketch. Et en fait, il faut creuser un petit peu plus. Exactement, la vérité. Moi, c'est pour ça que j'ai hâte du prochain spectacle, parce que là, on a parlé de la mort. Ouais. Putain, je sais pas de quoi on va parler, mais il faut que ce soit encore plus profond. C'est ça. mais c'est important de le rappeler, et c'est ok de changer de chemin. Parce que on parle de se lancer, c'est trop important. Mais des fois, nous, par exemple, quand on voulait se lancer, on voulait pas forcément parler des sujets qu'on parle aujourd'hui, mais c'est après la recherche artistique de qu'est-ce que tu veux faire. Je sais qu'au début, quand tu veux te lancer, en tout cas pour nous, c'était ça. On voulait vraiment juste essayer d'être marrant. Voir est-ce qu'on est marrant. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Et puis après, plus les années continuent, plus tu te dis, en fait, il n'y a pas que être marrant qui compte. Qu'est-ce que je veux dire? Exactement. C'est quoi mon message? Qu'est-ce que je veux apporter au monde? Et si je devais partir demain, comment les gens se rappelleraient de moi? Et du coup, là, on est dans la démarche artistique qui est beaucoup plus compliquée. C'est une route qui est beaucoup plus sinueuse que juste faire des blagues de tub et genre c'est tout droit. Là, c'est une route qui est sinueuse, mais qui est beaucoup plus intéressante. Moi, je préfère largement ça, cette démarche entre guillemets artistique. Que la facilité, quoi. Donc, je comprends. Trop intéressant. Et alors ça, du coup, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Et là, le but de ce podcast, en fait, se lancer, c'est un peu de voir tout votre parcours, tu vois, ce qui vous a amené aujourd'hui à justement avoir cette réflexion-là sur l'humour. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter simplement la toute première fois que vous avez été sur scène?
toute première fois, comment ça s'est passé? Alors nous, on a un peu triché parce qu'on savait qu'on voulait faire de la scène depuis qu'on a 6 ans. Ah ouais? Ouais, vraiment, on savait... Comment vous avez fait du théâtre? Vous avez fait un truc? Non, en gros, on était chez nos grands-parents et ils avaient 2 DVD d'humour. Ils avaient Gad Elmaleh, l'autre c'est moi. Ouais. Et vraiment, on l'a torché celui-là. On le connaît par cœur. Tous les jours, on le regardait. Et il y avait un autre DVD des frères Taloche. Je sais pas si vous Oui, connaissez. je vois très bien. Je vois très bien. Et Avec les frites. oui, exactement. Ouais. Et eux, du coup, c'est pas du stand-up, c'est des personnages et tout. Et je me rappelle, une fois, il y a notre mère qui fait, mais eux, ils sont vraiment frères. Genre, ils se ressemblent pas, mais ils sont vraiment frères. Et nous, on a 6 ans, on pète un plomb de... Mais attends, c'est possible d'être frères et faire ce métier. Et très tôt. Et ensemble. Ouais, ensemble. Et très tôt, on s'est dit, nous, il faut qu'on soit 2 sur scène, mais qu'on parle comme Gad Elmaleh. Et ce qu'on savait pas à l'époque, mais le côté stand-up et sans 4e mur. Et du coup, on a inventé le stand-up. Moi, c'est très tôt. Pardon, c'est qu'un prétentieux. J'adore. J'apprends à le découvrir. Non, et c'est juste que à l'adolescence, on découvre le stand-up, on découvre que ça a 60 ans d'avance aux États-Unis, et c'est comme ça qu'on s'est formé. Et du coup, on voulait faire ça très tôt, mais on avait peur de se lancer dans un vrai comedy club pour tout seul sans avoir des armes. On n'avait jamais fait de théâtre et tout. Du coup, on était allé dans une compagnie de théâtre Atelier Humour. Voilà. Et c'est là où on a écrit nos premiers sketchs. Et en fait, on les jouait que devant notre classe de 12 personnes. Et on a fait ça pendant 1 an. Et une fois qu'on a fait ça, on s'est lancé. Donc, en soi, notre première scène, officiellement, officieusement, elle date de 2018. Mais sinon, notre vraie première scène, elle est en 2019. Au TAC Comedy Club. C'est ça. Et grâce à Kémil, le comique, que peut-être vous connaissez, je sais pas, coup, un humoriste bordelais. Ouais, c'est à Bordeaux. Et en fait, c'est 3 humoristes qui ont ouvert un comedy club. Et en fait, toutes les semaines, et nous, on était dans le public toutes les semaines. Sauf qu'il y avait genre 9-10 personnes à chaque fois. Et nous, tout le temps, on était là. Et donc, forcément, on se fait remarquer parce qu'on est déjà des jumeaux. Et quand il y a 10 personnes, mais tu vois beaucoup plus facilement les gens. Et à un moment, c'est Kémil du coup qui gérait ça et qui nous a clairement vu qu'à feu, on dirait que vous voulez faire ça. Non, Et puis nous on dit on a déjà écrit des sketchs, tout ça. Et puis il nous dit vous savez quoi, le mois prochain à cette date, c'est vous qui faites. Et alors comment c'est passé? Et alors pendant 1 mois on s'entraîne, on répète de fou chez nous. Et puis on le fait. Et puis là pour le coup en plus il y avait beaucoup plus de gens ce soir-là. Normalement il y avait une centaine de personnes environ. Notre première scène, c'est ça. Alors que nous on s'attendait vraiment à 10. Ouais, 10. Et on l'a fait. Et puis ça s'est très bien passé, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Ouais, on a fait un petit blackout. Vous aviez quel âge, juste pour remettre le contexte? On avait 19 ans, ouais. 19 ans. Et du coup, à partir de ce moment-là, nous, on sait que c'est ça qu'on veut faire. On en est persuadé, mais le fait de se lancer, ça nous a permis d'en être sûr, quoi. Et pas forcément que à la première scène. C'est ça qui était intéressant, c'est que on pense souvent que quand on va se lancer, la première expérience, ça va être soit oui ou non, en gros. Je suis pas sûr. Et puis après, le fait de le faire une fois, en fait, c'est pas vraiment vrai, j'ai l'impression. C'est au bout de même la 20e, 30e scène qu'on s'est dit, ah là, je commence à kiffer, là. En vrai, comme prendre des vagues, en gros, quand tu commences le surf. J'en ai jamais fait, mais en tout cas, j'imagine. C'est ce que j'imagine. Que, au début, là, tu fais que tomber et tout. Ouais, c'est un peu violent. Et qu'à un moment, là, je commence à la voir. Et là, mais en fait, c'est trop bien le surf. Ouais. Et c'est après c'est exponentiel et je rajouterais aussi que, dans le fait de se lancer, le premier bid est peut-être plus important que le premier succès. Mais ça, tout le monde le dit, tous les humoristes, quand t'entends des interviews, etc., que les bids sont hyper importants. Mais du coup, pourquoi en vrai ils sont... Parce que, justement, nous, on n'en fait pas, c'est vrai que tu te rends pas compte pourquoi est-ce que ça te... Pour plusieurs raisons. Déjà, ça te teste.
ça teste ton envie. Ouais. Parce que je vais vous dire la vérité, il y a rien de pire qu'un bide. Bah ouais. Quand tu bides, c'est non Bah, seulement un égo, il est au plus bas, Et là, tu ces remets personnes me détestent voilà. personnellement. Tu remets toute tellement ta vrai, quoi. vie en question. C'est pas juste Ouais, 10 bah minutes ouais, qui se passent mal, c'est toute ma vie. Ah, depuis 6 ans, j'ai ce rêve-là et en fait, non, Et et en plus t'as l'impression que tout le monde le sait. Tu te balades à Bordeaux, tu croises un regard, tu fais c'est sûr, elle était là cette personne. Putain, je pourrais plus jamais retourner à la boulangerie. Le chauffeur du tram. Oh, non, là, putain. Et non, en vrai, c'est que dans ta tête. Hein. Mais pourquoi il est important ce bide-là, c'est parce qu'il te teste et il teste ton envie. Parce que c'est hyper facile de vouloir faire humoriste si tout se passe bien, que t'as des standing ovations. Mais c'est le moment où t'es dans le down que là, est-ce que t'as envie d'y retourner ou pas? Est-ce que t'aimes vraiment ce métier pour retourner dans l'arène en gros? Exactement. Et c'est que ça. Nous, moi, je me rappelle très bien de notre premier bid. Bid. Parce qu'en fait, on fait un comedy club qui s'appelle le Gavé Style, et à l'époque, il y avait l'artiste de la semaine. C'est à la fin, le public votait. Ah ouais. Donc, c'est une connerie. Faut pas faire ça pour un comedy club. La compétition, c'est pas bon dans l'humour, généralement. Et donc, nous, c'est notre deuxième scène, et on gagne prix du public devant des humoristes confirmés et tout. Plus entraîné. Donc, déjà, il y a un peu ce truc de... Ok, c'est bon, on voit, c'est bon. Belle Malais, on arrive. Facile l'humour, facile. Et du coup, ils nous proposent vite des grandes scènes de la pergola où c'est 300 places et ça se passe bien. Et juste après, 2 mois plus tard, on retourne au Gavé Style. Et là, sauf qu'on nous annonce plus comme les prochains, c'est les petits nouveaux et tout. Là, on nous annonce comme les prochains, c'est eux, coup de cœur du public, la dernière fois. Ils ont retourné la pergola, la fête du bruit pour Paul et Quentin. Sauf que nous, on a genre 4 scènes dans les patins. Ouais. Donc, et on arrive tout confiant. Et sauf que le public, il est là. Ah, ok, c'est vous le coup de cœur. Mais là, forcément, tu t'attends. Exactement. Et en fait, on est... Ouais, voilà. Et on nos blagues étaient catastrophiques. Ouais, et on était très mauvais. Et on savait pas gérer. On dit la première blague. Silence. Mais un silence fou. Et là, du coup, nous, on devient tout rouge. Transpiration. Et là, et en fait, on savait pas gérer. Ouais, ça te paralyse à la place de dire ok, vas-y, je rebondis, je repars. Non, ça nous a tués pendant 10 minutes. C'était catastrophique, mais ça nous a forgé. Cette scène, on a beaucoup plus appris que les 3 autres avant où ça s'était bien passé et on était tout fiers de nous parce que t'as l'énergie des premières scènes, l'énergie du débutant en gros où là tu donnes tout ce que t'as. Puis après, quand tu commences à jouer beaucoup plus, bon, ben là c'est différent. Donc en tout cas, nous, le bid, il te teste parce que par contre, après ça, on n'avait qu'une envie. C'est de repartir. C'est d'y retourner. On pas voulait. Rester là-dessus, c'est ça. Pas rester là-dessus. C'est trop bien ça déjà. Tu vois, c'est vraiment dire comme tu dis que t'as vraiment envie de faire ça. Exactement. Sinon, si t'abandonnes dès le premier échec. Si t'as pas envie de faire ça. Voilà la philosophie. C'est vrai. Et pour finir avec pourquoi le bid c'est important, c'est parce que t'apprends beaucoup plus d'un échec que d'un succès. Hein. Et nous on veut la culture de l'échec. Nous, en tout cas, c'est un truc que on ne s'interdit pas, au contraire, de tester des trucs, d'essayer à l'engrenage quand vous nous voyez. Et vu que c'est notre comedy club, toutes les semaines, on essaye d'avoir au moins 3-4 minutes de nouvelles blagues, alors que c'est devant 100 personnes et que tous les autres ils font leur sur et tout, et nous on est peut-être cuisine en fait on est ceux qui testent le plus exactement. Et donc, mais à long terme c'est ça qui compte, parce que c'est bien de faire des scènes où tu sais que t'as des blagues. T'es comme en cuisine, c'est bien de faire toujours le même plat, mais pour devenir un vrai bon cuistot, faut savoir faire tout le menu entier, quoi. Et il faut se rater. La culture de l'échec, moi j'y crois, et puis on apprend tellement plus d'un échec. Les succès, c'est cool. Mais échouer, il y a un côté fun. En fait, parce que on prend toujours le mauvais côté de l'échec de « Oh non, les gens m'aiment pas. Oh non. » Et non, c'est pas vrai. En fait, souvent, si tu penses à long terme, parce qu'il faut penser que à long terme. Court terme, on s'en bat les couilles de court terme. Mais à long terme, c'est ça qui va te faire devenir bon.
Donc c'est pour ça que c'est important les bids. Et au contraire, je vais même te dire que si tu testes pas beaucoup, si t'es sûr que ça va marcher, est-ce que c'est intéressant de monter sur scène aussi? Des fois, en vrai, si tu bides pas beaucoup, c'est peut-être que tu te mets pas assez en danger. Ouais, voilà, c'est ça, tu testes pas assez des trucs, pas assez de risques. Ou alors que t'es vraiment très bon. Ou alors que... Et ça arrive aussi, mais ça prend des années. En vrai, je vais te dire que même les génies... Ouais, bien sûr. Oui, t'as besoin de passer par là. Ouais. Et alors, du coup, donc là, en fait, vous avez toujours voulu faire de la scène, etc. Vous êtes lancé à 19 ans, première scène. Ouais. Et après, donc, vous avez déjà eu ce déclic, en fait. Ce déclic de c'est bon, je vais faire de la scène. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Genre, c'est quoi votre stratégie à ce moment-là? Vous dites, bon, du coup, il faut quoi? Il faut que je fasse un maximum de scènes. Il faut que j'aille à Paris. Il faut que j'aille dans d'autres villes. Il faut que j'inonde les réseaux. Faut quoi? Nous, intéressant. Trop intéressant. Nous, on a pris le choix très tôt de pas utiliser les réseaux et être nul dans l'ombre, nul dans notre coin. La discrétion. On voulait vraiment être discret. Et pour le truc, c'est le jour où on va monter à Paris, être bon. Je sais pas si c'est une bonne méthode parce que en vrai, il y a pas de bonne méthode. Chacun fait comme ça lui convient. Nous, on a décidé d'être discret et de jouer dans notre coin. C'est pour ça qu'on a décidé de créer des trucs à Bordeaux. À l'époque, il y avait très peu de plateaux à Bordeaux. Et si, une fois, on est allé à Paris une semaine et en 7 jours, on a joué 9 fois, alors qu'à Bordeaux, on jouait 2 fois par mois. Et là, on a fait, OK. Nous, en fait, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tout à créer à Bordeaux. Donc, créons-le. Et c'est comme ça qu'on a créé l'engrenage. Mais on avait ce truc de se planter dans l'ombre. Et c'est OK, quoi. Ça prend du temps. Un livre qui nous a changé la vie, c'est Atteindre l'excellence de Robert Greene, qui parlait des 10 000 heures de travail. Et pour atteindre la maîtrise, c'est 10 000 heures. C'est ça. Ça prend des années à être bon. Et en fait, quand tu te lances, tu vas être bon, mais ton bon va changer. Ça veut dire que au début, avoir un rire, c'est sensation de malade. Et après, ton mieux ou ton bon, peu importe comment tu l'appelles, change avec les années parce que tu veux toujours plus. Et donc nous, on a compris très tôt que OK, en fait, on va pas être bon dès le début, en tout cas dans notre définition du bon, et donc on va essayer de pas trop se montrer. Donc le jeu des raisons, on l'utilise très peu. C'est sûr que c'est un sacré parti pris, ça. Comme on sait que maintenant, c'est ce qui baisse le plus. Complètement. Avec notamment la méta où ils postent notamment toute leur partie un peu impro, parce qu'ils peuvent pas poster leurs blagues, sinon ils taffent vide. Et où du coup tu perces un peu comme ça grâce à des réels hyper catchy, où les gens du coup forcément se les envoient, etc. Donc c'est un sacré parti pris, mais du coup c'est bien, c'est que vous saviez où vous allez, en tout cas vous avez réfléchi à ça. Il y avait une stratégie, comme tu disais, Karl, quoi. Mais ça pose aussi, Non, vas-y, je t'en prie. Ça pose aussi une question. Est-ce qu'il faut percer pour réussir? Ouais, non, mais carrément. Parce que nous, en tout cas, on pense que non. Ok. Tout dépend de la définition de réussir. Ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, on a voulu faire de l'humour pour cette idée d'être connu et tout ça. Maintenant, en fait, on est tellement amoureux de la passion que on sait que être connu, c'est pas ce qui te rend drôle. En gros. Au contraire. Du coup, t'es sollicité, tu fais des trucs que t'as pas envie de faire, des films et machin. Et tu peux devenir un produit marketing. Le produit marketing, c'est à l'encontre de l'artistique, quoi. De toute façon, si tu réfléchis dans le mauvais sens à qu'est-ce qui va faire le plus de likes et de plus de clics sur ce truc-là, tu vas perdre l'originalité, l'authenticité de toi, ta vanne. Et comme tu disais au tout début, qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que je veux donner comme message. Je pense que tu te perds là-dedans. Il y a un truc de aussi faire plaisir à l'algo, faire plaisir au stats et tout. Là, c'est formatisé. En fait, c'est l'opposé qu'il faut faire. C'est vraiment en tout cas pour nous on essaye de faire. On n'a vraiment pas la vérité, on est juste des gars qui débutent aussi. C'est important de le rappeler que vous faites votre propre chemin, vous faites vos propres trucs. Mais ça reste malgré tout, je trouve ça un peu frustrant parce qu'on en parlait aussi donc avec un des humoristes qui venait sur l'engrenage, Lies, qui est sur Paris, qui bouge pas mal. Et moi je trouve c'est vrai que c'est une limite du coup pour les humoristes que c'est tellement ta vitrine aussi de montrer un peu ce que tu fais, parce que comment tu montres ce que tu fais si les gens par exemple ne peuvent pas venir pour X ou Y raison à ton comedy club ou par exemple des gens qui sont pas de Bordeaux du coup. Tu vois, ça reste une manière de montrer ce que tu fais, les réseaux, et du coup c'est vrai que c'est dommage quand ça a vraiment cette ambivalence de se dire putain, je veux pas jouer le jeu du réel un peu putaclic comme on peut connaître, mais en même temps c'est ma seule manière de montrer ce que je fais, ma vitrine, etc. Donc je trouve que c'est quand même c'est en tout cas compliqué quand même. Mais oui, on avait parlé avec lui et c'était hyper intéressant. T'as totalement raison. En tout cas, c'est une
des manières et c'est la manière la plus populaire. Voilà, ouais. Dans les deux sens, pour l'artiste et aussi pour le nombre d'abonnés que tu peux recevoir pour les plateaux. Mais après, il y a plein d'autres manières. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout chez les artistes, c'est la qualité de ce qu'ils proposent. Et on a cette phrase qu'on se répète souvent, c'est que la qualité gagne toujours. Et que nous, en tout cas, nos stand-uppers américains préférés, c'est pas ceux forcément qui ont le plus d'abonnés, mais c'est que ceux qui, à chaque fois qu'ils sortent un spectacle, c'est excellent, quoi. Et moi, je vais avoir plus comme influence un gars comme Stromae qu'on va pas voir pendant 5 ans, 10 ans, qui après, il va sortir un album et il va avoir plein d'idées d'un coup, et puis après revenir dans l'ombre. Et puis, qu'est-ce qu'il va nous préparer ensuite? Après, lui, pour le coup, l'ombre, c'était pas un choix, c'était plus une dépression. Ouais. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. L'artiste et les dépressions, souvent aussi, ça se côtoie. Ouais, mais en tout cas, la manière, il y a une manière réseau, mais il y en a d'autres, et même qu'on parle pas, il y en a plein d'autres. Après, ça serait intéressant d'avoir d'autres invités qui, eux, nous on a plein de potes stand-uppers qui, eux, sont plus dans la quantité de vidéos et tout, et qui, du coup, remplissent leur salle. Et qui, du coup, en vrai, les différents avis, c'est ça. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Il y a une phrase, c'était Charles Soignon qui nous avait dit ça. Elle avait dit, il y a autant de stand-up que de stand-uppers. Genre, il y a autant de chemins. En fait, parce que souvent on dit le stand-up c'est ça, le stand-up c'est ça. Non, en vrai, le stand-up c'est toi. Genre tout ce que tu dis, même les sujets, le sujet c'est pas je parle des moustiques. C'est toi ta relation avec les moustiques, en gros. Et en fait, et c'est pareil pour la carrière il n'y a pas une voie tracée de ok, faut faire ça, ensuite faut faire ça, faut faire cette émission et tout. Non, c'est chacun suit son cours, suit son chemin. Des fois, il y a des gens des Dave Chappelle qui ont dû arrêter pendant 10 ans, ou des La Tracia en France, et qui peut-être vont revenir, peut-être vont pas revenir. Chacun fait son truc, et c'est ça qui rend le stand-up beau. C'est que ça fait plein de chemins, ça fait un petit arbre de chemin, en gros. Et ça, le montage, c'est faux, je sais pas faire ça. Mais voilà, le tout, c'est le stand-up. Mais chacun a son chemin, quoi. Mais ça qui est intéressant, c'est ce qui permet justement de pas se juger tous, c'est que chacun fait ce qu'il veut, quoi. Bien sûr. Alors, oui, je sais où on en était. Parce qu'on a tout dans la tête, les gars, on est des professionnels. Sauf moi, vous aurez remarqué, je suis le seul mec qui pose pas de questions, juste qui réagit, quoi. Je suis le Laurent Baffy. Le sniper. Et alors, les gars, au final, comment est-ce qu'on progresse dans l'écriture? Alors, j'imagine bien que votre niveau aujourd'hui est à des années-lumière de votre première scène. Comment est-ce que vous avez progressé? C'est quoi? Vous avez regardé peut-être, je sais pas, des tutos, des trucs sur internet, vous êtes inspiré de gens d'humoristes que vous aimez, vous vous êtes dit ah là il fait comme ça, je vais faire pareil et tout, ou comment vous avez fait? Mais en vrai, très simple, il y a une phrase de Verino qui dit écris joue, si t'es pas connu, c'est que t'es pas assez drôle. Et du coup, c'est juste un moment, tu peux très bien marcher, mais c'est peut-être pas suffisamment drôle. Et donc repartir du début, repartir de la page blanche. Et est-ce qu'il y a une théorie de la blague? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que en fait il y a un truc que tu peux voir dans les livres, des méthodes, tu vois, pour être drôle? Un peu une science genre de la blague, c'est comment être drôle, quoi. Alors oui et non. Il y a des livres, surtout des livres en anglais qui sont vraiment bons, qui t'expliquent que, en fait, c'est un gros débat dans l'humour. Est-ce que l'humour est une science ou pas? En vrai, un petit peu, parce que c'est comme un laboratoire où tu vas tester quelque chose. Et puis après, un peu trop, donc alors attends, on va refaire jusqu'à ce que ça marche. En fait, il y a des trucs, tu sais que ça marche. Il y a des procédés, des façons de faire, comme des règles de 3 et tout ça. C'est vraiment, là tu mets un Mentos dans un Coca, tu sais que ça va marcher. Maintenant, pour chercher la vérité, et ce qui est le but du stand-up, et chercher, là on parlait du plus profond, ça s'apprend pas en gros. C'est juste t'as quelques moves que tu peux apprendre, mais vraiment être marrant spontanément et le recréer chaque soir, ça c'est un truc que je pense c'est plus de l'ordre de l'inné en gros. Ah ouais, ok. Ah ouais, moi je suis quoique je dis ça ou de l'expérience comme de l'expérience et du travail. En vrai du travail. C'est plus les heures de vol
J'ai l'impression que de l'inné, vraiment, je sais pas pourquoi, ça, tu n'es pas marrant pour moi. Bah, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Hein. Ah ouais? Ouais, tout le temps. T'es né marrant, Hugo, t'es trop marrant. Je sais pas si vous trouvez. C'est des vrais amis, c'est des vrais amis. Je sais pas, je les vois plus du tout, ces gars-là. Je sais pas. Et donc, en fait, c'est la dernière chose qu'ils m'ont dit avant de partir. En fait, c'est l'expérience, quoi. C'est l'expérience. Ouais, les heures en fait, c'est que je pense que tout le monde part pas du même. C'est comme au foot. En gros, il peut y avoir des gens très talentueux et qui sont un peu nés comme ça, mais Messi, Messi est né comme ça. Par contre, il y a des Zidane qui ont tellement bossé le contrôle, le machin, les heures d'entraînement, qui fait que il est meilleur en gros que les autres, mais c'est avec le travail. Mais de toute façon, ça c'est le truc, le triptyque travail, chance et talent, quoi. Ouais, en vrai, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr, mais comment progresser? Et aussi, oui, travailler en équipe, j'ai envie de dire. C'est parce que l'humour, on pense que c'est un truc très solo, parce qu'on est seul sur scène, sauf nous, mais on imagine que t'es très seul, et en fait, tu vas beaucoup plus vite si t'es avec quelqu'un, là. Enfin, genre, si t'es avec des potes qui t'aident dans ça, qui savent où tu veux aller. J'ai l'impression, et c'est ce qu'on essaye de tendre nous, vers un truc d'équipe, quoi, et de la phrase de tout seul tu vas plus vite, mais ensemble tu vas plus loin. C'est vrai, hein. C'est vrai pour l'humour, c'est vrai pour toute forme d'art, j'ai l'impression. Donc pour récapituler, l'expérience, quoi, les heures de vol, les 10 000 heures on parlait tout à l'heure, le fait aussi de regarder, ça c'est les basiques, le fait de regarder ce qui se passe. Je sais qu'il y en a qui regardent pas du tout. Nous on est totalement l'opposé, ou avec Paul, on va tout regarder. On est des geeks de l'humour, surtout américain. Et ça fait partie du métier pour moi, de regarder ce qui se fait, regarder comment les autres travaillent. Ça t'influence forcément dans ton travail. Après, attention, voilà. Donc le plagiat, c'est un grand non. Et aussi attention à je me suis dit, je vais reprendre des. Mais c'est important de le dire parce qu'il y en a encore en France à qui ça arrive. Et après voilà, le plagiat c'est un autre débat parce que des fois ça arrive d'avoir des mêmes idées que quelqu'un d'autre et tout machin. Mais des fois c'est flagrant, copie comique et tout. Elle avait mis ça en lumière. Exactement. Mais en tout cas, l'inspiration. Forcément, il y a des humoristes qui vont t'influencer, mais aussi attention parce que ça peut aussi empêcher ta créativité des fois quand tu vois trop de personnes de dire attends, je suis en train de me perdre là en fait. Faut pas que ça te fasse l'effet tunnel tu vois qu'à travers le prisme de cet humoriste que toi t'adores. Exactement. Du coup, forcément que tu vas un peu copier ces schémas. Il faut que tu arrives à vraiment. Mais en fait, au final, c'est bien ce que tu disais. Il faut regarder tout, mais vraiment tout. Parce que du coup, ce qui fait que ça te donne un panel de trucs. Ça j'aime pas, ça j'aime bien. Ça fait que ça te fait pas l'effet le tunnel comme je disais au début. C'est vraiment pour moi la palette du peintre où en fait toutes tes influences ça va être des couleurs que tu vas rajouter sur ta palette. Après libre à toi de les utiliser ou pas. Et aussi libre à toi que ce soit autre chose que du stand-up. Moi je sais que des livres vont m'influencer ou des films, je vais voir un film et je vais faire mais ça c'est trop intéressant. Donc je pense que se nourrir culturellement, c'est aussi très important pour progresser de manière générale. Et alors, on parlait d'équipe tout à l'heure. Vous avez créé votre propre comedy club, donc à Bordeaux. Ça vient d'où, cette envie de créer ce comedy club? Comment ça s'est fait? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on commence sur Bordeaux, il y a très peu de scènes. Il y a juste le Gavé Style, et là-bas, tu peux être programmé qu'une fois par mois. Et du coup... au début, on fait ça, et après, on décide de bouger, parce que c'est le seul moyen pour qu'on continue de faire ce qu'on veut faire. Donc, on bouge à Lille, on bouge à Marseille, on bouge surtout à Nantes, et qui a vraiment été un élément déclencheur de beaucoup de choses, Nantes, sur leur façon de travailler et tout. Et donc, on décide d'amener ça sur Bordeaux, mais juste parce que, en fait, ça se faisait dans d'autres villes. On n'est pas des génies à avoir créé un truc, au contraire. On est juste de « Ah putain,
Ils font un plateau de mercredi comme ça, mais nous aussi on a des caves cool à Bordeaux. Et aussi, il faut dire qu'on a une particularité, nous, c'est qu'on est 2 sur scène, et ce qui est assez rare, en vrai, en France. Et donc, c'est arrivé plein de fois qu'on arrive dans des lieux, et ils sont là, nous, on n'a pas du tout prévu 2 micros, 2 machins. Et donc, au début, toujours, on amenait notre matos et tout, mais combien de fois on a joué sans micro, ou alors un micro, des fois ça arrivait des trucs catastrophiques où il y en a un qui a un micro casque et l'autre qui a pas de micro, du coup, genre, en fait, tous ces plans bourbiers, comme on dit, des fois, c'est le mot qu'on dit, les plans bourbiers, ça nous a fait réaliser que, si nous, on veut jouer dans des bonnes conditions pour nous, faut les créer, j'ai l'impression. Donc, c'est ça le point de départ. Et du coup, il y avait donc, vous dites qu'il n'y avait pas beaucoup de scènes au début, là, sur Bordeaux. Ouais. Là, c'est important de le dire que maintenant, c'est quand même, ça a pullulé, quoi. Genre, maintenant, et c'est génial. Plus il y a de scènes, plus le niveau augmente, plus les gens ont envie d'aller découvrir ces lieux. Si je dis pas de bêtises, quasiment, chaque soir, si tu veux, sur Bordeaux, il y a quasi Maintenant, officiellement, exactement. Et c'est une chance. Maintenant, ça a ouvert partout. Le dimanche, il y a 4 sessions, possiblement. Ça s'est bien développé. Et pour moi, c'est que le début. Ok, trop bien. C'est beau. Maintenant, avec votre regard d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez traversé? Donc, par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner les obstacles que vous avez pu traverser? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre carrière jusqu'à présent que vous avez dû surmonter? Justement, on parlait tout à l'heure des échecs, etc. Tu vois que ça vous a fait grandir. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple? D'échecs? Ouais, d'échecs ou d'un obstacle, quoi, tu vois, de manière vraiment générale. Il y en a tellement, il y en a plein. En fait, tous les jours, c'est une remise à zéro à chaque fois dans le stand-up parce que tu peux retourner la veille avec ton 10 minutes et le lendemain bider de fou, mais genre zéro rire avec le même, et le même blague. Et en fait, c'est toujours c'est vraiment, tu remets ton titre en jeu à chaque fois. En fait, ce que j'aime beaucoup avec le stand-up, c'est que ça t'oblige à être humble. Pour moi, les bons stand-uppers sont obligés déjà, pour moi, d'être des bons humains avant tout, mais surtout d'être dans l'humilité la plus totale. Parce qu'en fait, Roman Fressinet dit un truc trop intéressant c'est que des blagues. Et donc, tu peux cartonner et en fait, juste se dire après, c'est que des blagues. Et à l'inverse, tu peux bider fort et en fait se dire c'est que des blagues. C'est pas grave. Je pense que un des obstacles principaux là, du coup par rapport à ça va être l'ego. L'ego, on essaye d'avoir nous le moins d'ego possible. Ego à pas confondre avec la confiance. C'est-à-dire pour moi avoir confiance en soi c'est quand même une plutôt bonne chose, mais avoir de l'ego c'est cette fausse croyance que t'es important en fait, ta propre importance de non attends, j'ai fait 2 scènes à l'Engrenage, tout Bordeaux, non c'est pas vrai en fait, et juste essayer d'être le plus humble possible. Je pense que c'est très important quoi. Mais quand tu joues tous les soirs, du coup, quand tu remets ton titre en gros en jeu tous les soirs, j'ai l'impression qu'il y a moins ça. Le piège, c'est quand tu commences et que tu fais 2 dates par semaine et que les 2 dates se passent bien. Après, t'as 3 jours entre pour dire c'était bien. C'était bien. Là, je vais pas travailler parce que c'était bien, donc j'ai rien à changer en gros. Et c'est là où on disait que les beats, t'apprends plus avec les beats parce que du coup, t'as ce truc de faut que je fasse mieux que la dernière fois. Ouais, puis ça te permet de garder les pieds sur terre aussi, comme on disait, pour pas s'envoler et se dire non, mais en fait là, je suis trop chaud quoi. Mais est-ce que des fois, il y a eu des trucs où vous vous êtes dit, en fait, peut-être on va s'arrêter là, ou des gros moments de doute, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes dit non, mais en fait là, on peut plus continuer, ou tu vois ce que je veux dire? Alors, des moments de doute, on en a eu, mais jamais de là à dire on arrête. Okay. Je pense que on a un désir brûlant de faire ça et on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que pour nous, ça va être quelque chose de l'ordre du vital. Quoi. Et Quentin a fait son AVC, donc il a été obligé d'être au repos pendant un mois. Pendant longtemps. Et
un mois et un jour, on était sur scène et on disait des blagues. On parlait que de ça. C'était votre thérapie, en fait. Ouais, complètement. C'est une thérapie de fou. Mais vu que c'est un podcast qui s'appelle Se lancer, je pense que c'est quand même intéressant pour les gens qui hésitent à se lancer de dire que si vous avez ce désir brûlant en vous, essayez et vous avez rien à perdre et voilà. Après, est-ce que ça va marcher ou pas, ça on sait pas, ça on contrôle pas, mais au moins ce que vous pouvez contrôler, c'est juste d'essayer quoi. Et dans 100% des cas, vous n'aurez pas de regrets. Et puis là, avec l'AVC, nous, ça nous a renforcé dans cette idée quand même qu'on a un temps limité on a tendance à l'oublier. Et juste comment on veut profiter de ce temps-là. S'il y a des gens qui veulent faire un truc, vraiment, faites-le. Je te rejoins complètement. Il n'y a pas de temps à perdre, en fait. C'est ça. En vrai, il n'y a pas de temps à perdre. Les gars, on va parler d'autre chose. C'est quoi le lieu le plus what the fuck dans lequel vous avez fait un stand-up? Est-ce qu'il y a eu des événements un peu plus marquants que d'autres, certains qui sont sortis un peu des sentiers, vous voyez ce que je veux dire, des trucs, vous avez fait des trucs bien... Les fameux plans Bourbier. Les plans on en a eu plein. Quand on a joué sur les quais à Bordeaux, sur côté Saint-Michel, en extérieur, genre il y avait juste 2 micros. Et c'était une mauvaise idée sur le papier. C'était une mauvaise idée. Et la réalisation, c'était une mauvaise idée. C'était mauvais. En fait, c'était horrible parce que du coup, c'était sur les quais à l'heure de l'apéro. Donc, il y avait des fois des SDF qui venaient et qui interrompaient le spectacle. Il y avait des enfants qui couraient et tout ça. Donc, les pires conditions pour jouer. Mais en même temps, nous, ça nous a énormément appris parce que ça nous a appris les interactions avec le public. Et on était jeunes à ce moment-là, on savait pas vraiment faire. Et on voulait jouer. Et je me rappelle, on fait ce plan Bourbier qui est terrible, vraiment. Tout est réuni pour que c'est pas bien. Extérieur, des gens bourrés, des enfants et tout. Et à la fin, on fait, ok, on va voir l'organisateur et on fait, vas-y, mets-nous toutes les semaines. Et il nous a mis toutes les semaines, c'était pendant l'été, et on a fait ça pendant 2 mois, tous les samedis. On se cassait les dents. Petit délire un peu ça de votre côté. Mais pour progresser justement, on voulait grandir vite. Et à la fin, en vrai, on était meilleurs qu'au début. Mais si tu te dis, si je sais jouer dans des mauvaises conditions, dans les bonnes. Dans les bonnes, c'est ça. Exactement. Mais j'ai une autre anecdote, du coup, sur un plan Bourbier, vous avez joué devant des gens. Ah là là, j'allais le raconter. Oh là là. C'est peut-être, bien sûr. Mais oui, les deux, ils étaient aussi. Ah non, moi j'étais pas. Ce qui est ouf, c'est que c'est comme ça que je vous connais. Ouais. Que je vous découvre à ce moment. On l'a vu sur une film scène. La pire scène. Le contexte. Tu veux que je raconte le contexte? Il faut mettre le contexte. Pour les gens, mais. Alors nous, 2 jours avant l'événement, on est à l'engrenage, tranquillement, et il y a un pote à nous qui est en fac de médecine qui nous dit, les gars, on a une grosse galère. L'animation du gala de médecine nous a planté, en gros, et on cherche des gens. Est-ce que vous voulez le faire? Un passage de 15 minutes devant 900 personnes. 900 personnes. Ouais, même un peu plus, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est 1000, 1002. Ok. Je crois que pour mettre aussi le contexte. Encore pire. On veut pas vous. Là, habituellement, le stand-up, etc., c'est sur des petites scènes, un truc un peu cosy. Là, on parle de la patinoire de Bordeaux. Ouais. Sur une scène, genre, littéralement géante où tu peux accueillir un concert. Ouais. Et du coup, on vous dit, ok, on vous met les deux sur cette scène, faites rire 1000 personnes qui sont là pour boire et manger. En fait, c'est ça, parce qu'on a déjà fait des grandes salles. Okay. Et des théâtres et tout. Ouais, mais en fait, on ne savait pas, c'est ça. C'est nous, les gars stupides. Sachez que ça me régale de pouvoir en parler avec vous, parce que c'est un truc, genre, nous, enfin, tout le monde, ça nous a marqué, tu vois. Ah ouais? Bien sûr. Moi, j'étais content, tu vois, de pouvoir vous revoir quand j'étais revenu à l'engrenage, et que j'avais vu que c'était vous qui gériez l'engrenage, j'étais trop content de pouvoir discuter avec vous et tout, en mode, putain, ça a désacralisé un truc de putain, moi, ça m'avait fait chier de voir comment ça s'était passé, tu vois. Enfin, en vrai, c'était... En gros, du coup, nous, à quel point on est stupide, c'est on dit gala de médecine, on se dit, bah, regarde, c'est que des gens intelligents, les médecins. Ouais. Donc, en vrai, ça va être une bonne soirée. Ça va être vraiment... Docteur Mabou. Ouais, on va faire des petits jeux et tout. Et on arrive à 17h pour les balances. À 18h, les gens, ils rentrent. À 18h, on voit un groupe d'une trentaine de personnes éclatés, mais bourrés, ils dansaient, il y avait pas de musique. Non mais alors, à ce moment-là, tout de suite, je faisais pas partie de ce groupe-là. Arrivé en mode oui, mais non, je faisais pas partie de ces 30, je faisais partie des 30 d'après. Une demi-heure après. Et c'est tous les gens qui ont réussi leur diplôme du coup. Ouais. Et les gens arrivent, ils sont tous
tous bourrés. Et là, on arrive, on regarde. Attends, il est 18h, les gens ils sont déjà bourrés. On passe à 20h30, je crois. Ouais. Et là, on commence à capter. Plus les gens arrivent, plus on fait. Ah, mais en fait, tout le monde est bourré. Ah, mais nous aussi, en fait, faut qu'on picole. Et en fait, là, on commence à comprendre le truc de. Ah ouais, là, il y a 900 personnes bourrées. Et nous, on avait écrit des blagues, mais en 2 jours. Donc, on savait qu'ils étaient pas super bien. Et je me rappelle, ouais, le moment où on rentre. En fait, ce qui était bizarre, c'est que c'était en même temps une grande salle et en même temps, il y avait des gens bourrés au premier rang qui nous parlaient. Quand on faisait nos blagues, à un moment, donc des blagues sur la fac de médecine, il y avait une fille au premier rang qui faisait, pendant tout notre passage, elle faisait « Hey! 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 Hey oh! Hey oh !» Et à un moment, je me rappelle, j'avais « Quoi ?» Genre, alors qu'il y a 900 personnes. « Quoi ?» Elle a fait « Vous êtes jumeaux ?» Et moi, oui, on l'a dit. Et, ok, d'accord. Et il s'en va. Ouais, et là, une donc, interaction folle. Et en fait, et sauf que moi, j'ai que cette vision-là, mais je me dis, il y a 900 personnes qui n'ont pas entendu, qui ont juste vu un gars sur scène qui a dit, quoi? Oui, on est jumeaux. Bon, fac de médecine. Et en Je suis fait, désolé. Ouais. et en fait, Cette personne était médecin aussi. Donc ça, il faut le dire, quoi. Et en même temps, c'était en même temps un souvenir dur et en même temps incroyable. Parce qu'il y avait tout qui était réuni et j'en garde aujourd'hui un bon souvenir. Mais c'était vraiment fucked up, quoi. C'était juste n'importe quoi. Et en fait, nous, on pensait trop que les médecins, ils étaient carrés et tout. Et c'était notre première soirée médecine, quoi. Ouais. Donc, on s'est pris une claque dans la gueule sur les médecins. Et maintenant, genre... Mais ça nous a appris. En tout cas, c'était un très bon plan Bourbier, quoi. Ouais, c'était un vrai plan Bourbier. Après, pour le coup, entre nous, c'était un plan Bourbier très bien payé. Oui, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un moment, un truc de... Bon, là, on le fait pour l'argent. Ouais. Je sais que c'est pas bien. Il y a eu un switch à un moment où tu te dis, écoute, là, c'est pas en train de prendre, mais tu sais quoi, moi, je vais prendre un truc derrière, un petit cachet. Donc, Et en plus, quand t'es sur scène devant un 900 qui parle bourré, en plus, je me rappelle, il y avait les serveurs qui arrivaient. Ah non, mais les conditions, c'est en fait les gens, je pense, se rendent pas compte. C'est littéralement un banquet où les tables, c'est-à-dire que nous, on se voit même pas tous. C'est-à-dire chacun des tables rondes, avec plein de tables rondes, 900 personnes en table ronde de 10. Ouais. Donc personne n'est en plus tout le temps face à la scène, parce que c'est des tables rondes entre elles, quoi. Donc les gens sont en train de faire leur petit dîner, machin. C'est l'interlude. Il y a des humoristes qui viennent. Ok, tu vois, ça fait de l'animation. Mais du coup, les gens n'attendent pas ça. Les gens, et c'est ça qui a été. Et en vrai, les serveurs, c'est aussi parce qu'on arrive sur scène et c'est là où les serveurs arrivent avec la bouffe des gens bourrés. Et qui voient de la bouffe, mais du coup ils écoutent tout ce qui est autour. Bien sûr. Et ils sont arrivés pile au début et ouais, la voix dans ma tête, oh fuck. Ouais. Mais en tout cas, j'ai pas eu cette impression de bide. J'ai juste eu cette impression de c'est la cacophonie. Oui, ça prend pas, quoi. En fait, c'est juste tout le monde parle entre eux ouais. et tu peux pas faire taire tout le monde. Donc il y a eu un moment où on s'est dit bon, et on peut pas aussi on avait ce truc de on peut pas niquer la soirée ils viennent d'avoir leur diplôme, en gros c'est le gala de fin et on peut pas dire taisez-vous. En fait là on s'est vraiment on parlait de l'ego. De là, ok, c'est la merde, mais tu sais quoi, ça va juste être 15 minutes, à mon avis on a dû faire 10 minutes, qui paraissait 1 heure. Hein, mais en fait, c'est pas notre soirée, et c'est pas grave, on a fait ça, on a été très bien payés, et après même, juste après on sort de scène, et t'es là, c'est dur. La fille qui gère nous demande de faire l'animation pour un jeu pour les prix, il y avait des prix et là nous on n'était pas au courant et la fille qui fait non je veux que vous le fassiez tout ça et donc là ben oui vas-y on y est autant et du coup on avait fait le présentateur et là sans la gamme là pour le coup c'était trop bien parce que là tout le monde écoutait et tout le monde hurlait à chaque fois qu'on disait le prix pour meilleur bibliothécaire, je sais plus, c'était des petites blagues à chaque fois c'est ça. Et puis là pour le coup c'était fun parce que au moins les gens nous écoutaient, mais moi je regarde pas un mauvais souvenir, vous en gardez peut-être plus un mauvais souvenir. Moi c'est plus moi forcément déjà j'ai une sensibilité à l'humour et tout, genre je kiffe justement comme on le disait au début
début, l'écriture, l'humour, etc. Moi, ça me frustrait de me dire, wow, putain, ils les ont mis dans un truc. Ouais, ils sont dans une arène de lions. Ouais. Et je faisais partie des lions. Je me disais, mais nous, là, on veut juste picoler et faire les cons, tu vois. Et c'était horrible. C'était le contexte qui était. Le contexte n'était pas bon du tout. Tu vois, on se dit pas, enfin, je m'endors pas le soir en me disant, waouh, non, tu vois. Mais c'est vrai que moi, ça m'a plutôt mis mal à l'aise en me disant, putain, nous, ça paraissait pas adapté à la situation, tu vois. Ouais, ça l'était problème. pas. C'était une connerie d'avoir mis de l'humour là. Après, encore une fois, c'est une bonne chose. Parce que maintenant, je sais que parce je qu'on le a pris un regrette très plus. gros chèque. Oui, parce que regarde, ça m'a fait penser à un c'est autre Jordan. Merci les Caravans de Bordeaux. Mais par contre, ça m'a fait penser à un autre truc. Je sais pas si vous aviez vu, mais je pense que oui. Farid avait fait la première partie de je ne sais plus quel artiste. L'Orénil à Bercy. Ouais, voilà. Et ça, c'était pas mal passé. Ah oui. Pourquoi? Mais pour la même raison. C'est-à-dire que en fait, c'est toujours pareil. Quand tu mets quelque chose à des gens et beaucoup de gens qui attendent pas cette chose-là, ben, t'as le risque que ça prenne pas et que surtout les gens soient agacés, en fait. C'est ça, c'est exactement ce qui s'est passé avec Farid où lui, il est là, alors qu'on parle de Farid, tu vois. C'est ça, et Farid n'est pas mauvais, en gros. C'est juste que les gens avaient prévu autre chose. Mais comme toute la journée, on dit que tu vas manger des gaufres. Et après, genre, il y a un gars qui jongle. Il y a un gars qui jongle. Il y a un gars qui dit des blagues. J'ai juste ouais, non, mais juste, on m'avait pas prévu ça. Mais encore une fois, c'est une bonne chose parce que maintenant, on fait beaucoup plus gaffe à ce qu'on accepte. Et en fait, aussi, c'était une période de notre vie où on acceptait tout. Bah oui, comme tu disais tout à l'heure avec les quais ou le voilà, c'était la même période, c'est ça. C'était la même période. Si c'est casse-gueule, ça nous fait de l'expérience. C'est ça. Et aujourd'hui, on a, en fait, avec, on parlait de ça, de la professionnalisation, le fait de là, aujourd'hui, c'est vraiment devenu notre métier. Et du coup, on a l'embarras du choix aujourd'hui, on peut choisir nos scènes. Ouais, on peut refuser un plan. Genre là, demain, les gars de la médecine, niveau contact. Ah ouais, mais alors que. C'est direct. Mais alors que j'ai adoré la soirée. Après, on a fait soirée avec les médecins, les étudiants et tout. C'était trop bien. On avait alcool à volonté et tout. C'était ça, vous avez regardé un bon moment, comme moi, j'en regardé un moment. C'est juste que c'était une cacophonie, quoi, de tout le monde parler, on faisait notre truc et tout. Mais en tout cas, mais j'oublie qu'il y a des gens dans la rue qui marchent et qui ont se souvenir de nous. Ça, c'est vrai. Moi, j'y pense pas du tout. Ouais. Mais tu sais que souvent, je te jure, c'est vrai, nous, quand on vient à l'engrenage, parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens de la médecine qui viennent à l'engrenage, je crois qu'ils disent, ah, mais oui, c'est ceux du gala, tu vois. Mais ce qui est trop bien, c'est que, au final, vous avez réussi à montrer une autre image, tu vois, parce que t'arrives à l'engrenage et vous arrivez à d'être ça et en mode, bon, bah, trop bien, tu vois. Ouais. Et c'est ça le plus important, au final. Ouais, bien sûr. C'est de montrer ce que tu fais vraiment. Ouais, je vois que je viens de créer un trauma, là. À chaque fois. On a bien fait de venir. Aux entrées, je crois que quelqu'un est là, tu es en médecine ou pas? Une place, on est full ce soir. Putain, victime de notre succès. Alors, on va essayer de contrebalancer. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter à l'inverse la fois ou une anecdote où ça s'est trop bien passé, genre le projet dont vous êtes le plus fier, le truc dont vous êtes le plus fier, vous avez fait vraiment, vous dites, oh là, quand même, c'était un truc de fou. Parce que c'est peut-être, je sais pas, la création peut-être de l'engrenage ou la première fois que vous avez performé, ça a trop marché ou j'en sais rien, tu vois. Oula, le dernier. Non, je vais faire cette phrase grande date de gars. De mec chiant. De mec chiant. De mec chiant. Je pas le dire. Ok. La prochaine scène. Ah. C'est ça le plus important. Arrête. Okay. Ou votre spectacle peut-être. En vrai, moi, c'était pas en mode consécration. Bah du coup déjà moi c'est vrai que je savais pas qu'il y en avait un avant, donc déjà c'est vrai que c'est parce que je pensais que là c'était vraiment le premier 1 heure, parce que le premier c'était déjà 1 heure aussi ou pas? Ouais, c'était 1 heure. Ah oui, donc ouais, c'est différent. Parce que je me suis dit, tu vois, le premier 1 heure, je pense quand même ça fait un petit truc. Le premier 1 heure c'était un truc, c'était quelque chose. C'était un truc. Quand t'as l'habitude de toujours performer sur 5 à 10 minutes, 15 minutes, enfin écrire vraiment 1 heure et tenir sur 1 heure, j'imagine que c'est autre chose quoi. Ouais, là en vrai on vient de faire là le Rocher de Palmer, du coup on a complet en plus. Donc c'était plus de 200 personnes, c'était la salle de 200, on a plus de 200 personnes du coup, et c'était tout pour une asso, et c'est surtout ça moi qui me tenait à cœur de récolter l'argent pour l'asso. Je sais pas toi, mais moi je choisirais pas un moment particulier. Ouais, on m'a posé la question récemment et j'ai trouvé un moment où vraiment on était content. C'est la première scène au micro. Le Micro Comedy Club, c'est un comedy club à Nantes et qui est très réputé pour sa qualité en gros. Et tu rentres pas n'importe comment. D'accord, ok. Et donc en vérité, on déménage à Nantes pour ce comedy club parce que vraiment
donc avant on bougeait pas mal dans les villes, mais quand on découvre le Micro Comedy Club, donc c'est un bar dédié à ça. Il y a aujourd'hui les vendredis, il y a 5 sessions de stand-up. Ça joue de 16h jusqu'à 23h30 en gros. Donc il y a une salle à ça, il y a le bar à côté et tout. Et on pète un plomb, on est là c'est les États-Unis c'est ce qu'on veut quoi. Mais du coup c'est que de la qualité là-bas. Et donc on déménage à Nantes pour ça, et en fait pensant naïvement qu'on va jouer au micro en jouant à Nantes. Non, c'est pas ça. On a déjà joué au micro, mais en tant que bordelais. Ça veut dire que invité, c'est ça. Et donc là, tu peux jouer quand tu viens d'une autre ville. Mais quand on s'installe à Nantes, ils nous disent plus ou moins, maintenant vous êtes nantais, donc faut mériter sa place d'habitué, en gros. Et en fait, nous, du coup, on s'est dit, on va travailler dans notre coin, pas leur demander. Et en fait, c'est un conseil que, pareil, Verino nous a donné, c'est devenir incontournable. Et en fait, ça passe pas par demander, harceler les programmateurs. Ça passe à juste soyez tellement bons que ce soit eux qui vous demandent, en fait. C'est ça. Et le bruit, ça va faire parler. Et du coup, pendant 6 mois, on a bossé de fou. Donc, dans une nouvelle ville où au début, on n'avait pas de potes, on connaissait personne et tout. Et on a bossé. Et il y a un moment, il y a une scène, il y a le programmateur du micro qui vient nous 30 voir. minutes, Et qui, à la fin, nous fait ok, est-ce que vous êtes dispo pour cette date au micro? Nous, oh putain, merci beaucoup. Il fait non, pas merci, c'est une éval. Ça veut dire que vous serez en condition réelle du micro, mais si c'est pas bien, vous rentrez pas, quoi. Et donc, on a encore plus taffé. On avait 3 semaines là. Et vraiment, c'est la force de la deadline, c'est qu'on a bossé, on a tellement bossé qu'on est arrivé, on était prêt. Et quand on joue, il y a tous les humoristes qui nous regardent, ils sont au fond, puis tu vois, bras croisés en mode allez, c'est une éval. Allez, c'est vraiment une éval. Et ça, c'était en vrai trop bien passé. Genre, en fait, on était prêts, quoi. On était prêts. Et quand ça se termine, le public, par chance, était en feu et tout, et on est passé. Et vraiment, il y a eu ce truc de après, une fois qu'on sort, là, on est dehors, et là, vraiment, en mode célébration de foot, yes! Là, on l'a fait, et c'est la première et seule fois, je crois, réellement, même après le Rocher, on n'a pas fait ça, de célébrer vraiment. Célébrer comme Cristiano Ronaldo, quoi, de putain, on l'a fait, et la fierté parce qu'il y a eu 6 mois de travail, en vrai, sans relâche, où vraiment, chez nous, on avait un poster du micro, en gros, pour, ok, c'est ça l'objectif, et là, on l'a fait. C'est surtout ce que ça veut dire, c'est que le micro, c'était les premiers qui payaient au cachet aussi, donc pour l'intermittence, nous, c'est aussi notre objectif d'être intermittent. Et en fait, c'est quand tu réussis l'éval, t'as plus de dates, plus tu joues. En fait, c'est vraiment de rentrer dans un lieu. C'était pas juste d'avoir fait une bonne scène, parce qu'en soi, des bonnes scènes, on en a fait plusieurs, mais juste là, le fait de rentrer dans un nouveau lieu et d'être accepté par le lieu, c'est ça qui changeait. Et du coup, depuis maintenant, on a joué beaucoup au micro, on a fait MC là-bas, on a même aidé à organiser et tout. Et maintenant, grâce à eux, en partie, on est devenu intermittent. Du coup, là, on a cette petite sécurité financière. Ouais, puis tu gagnes en crédibilité et tout. C'est énorme. Et on vit vraiment de ça, sans les chapeaux et tout. On vit de ça, les chapeaux en plus. Et c'est notre métier, quoi. Trop stylé. Bon, les gars, le podcast commence à toucher à sa fin. Donc, comme on vous l'a dit, le but du podcast Se Lancer, donc c'est pourquoi pas de donner envie à des gens aussi de se lancer. Donc, et on espère que, en ayant vu votre parcours, ça aura peut-être aider à motiver certains à passer le premier cap et à faire leur première scène, comme nous peut-être bientôt. Yes, j'espère bien. Et voilà. Est-ce que vous, avant de terminer, vous avez des recos à faire, les gars? Est-ce que vous avez envie de recommander des gens que vous trouvez vraiment plein de talent, qui méritent Attends, qui va avec le thème de Se Lancer? Comme vous voulez, c'est libre. Ouais, libre. Vraiment libre. Non, mais plusieurs livres, en vrai, s'il y a des gens qui veulent se lancer pour le stand-up, la comédie bible de Judy Carter, c'est un peu la bible du stand-up où ça t'apprend comment écrire des blagues. Et sinon, on a parlé de Robert Greene, Atteindre l'excellence, qui prend chaque maître dans certains arts, de Leonardo da Vinci à Mozart, et ça explique comment ils ont fait
Donc ça c'est hyper intéressant. Et on parlait de l'ego. Ego is the enemy. C'est un livre en anglais de Ryan Hamilton, je crois. Non, ça c'est un humoriste. Mais bref, Ego is the enemy, qui est un livre génial qui t'apprend de mettre l'ego un peu de côté. Et toi, si t'as d'autres trucs que des livres? Non, j'aurais dit Robert Greene. C'est trop intéressant parce que ça apprend aussi vraiment comment se lancer, la recherche de mentors. Qui est quand même assez intéressante d'avoir un mentor dans le milieu. Je conseille vraiment à ceux qui veulent débuter dans un domaine, n'importe quel domaine, ce livre, qui en plus d'être un livre qui t'apprend vraiment des très bons conseils, est un recueil de biographies sur tous les maîtres qui ont déjà existé. Donc c'est en plus intéressant et c'est plein d'histoires vraiment cool. Donc je le conseille à 100% ce livre, Atteindre l'excellence. Super, merci beaucoup. En tout cas, si vous êtes intéressé pour participer à ce podcast ou que vous connaissez un ami qui pourrait correspondre à l'idée, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou alors directement nous DM. Voilà, donc pour terminer, en fait, on a une petite philosophie, on termine par une phrase qui est « il y a que du bon qui arrive ». En fait, pour nous, c'est une phrase, tu vois, qui symbolise le fait de oui, on peut parfois vivre des choses difficiles, mais on va en vivre surtout. On va en vivre, bien sûr, mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de long terme. On se dit que dans le long terme, forcément, il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Il y aura, vous voyez ce que je veux dire? Une espèce de source de motivation. Une source de motivation. Quand t'es dans le down, tu te dis ok, il y a que du bon qui arrive, et je vise ce truc-là plus loin, quoi. Ouais, complètement. Il y a que du bon qui arrive.